Bienvenue, c'est Kevin Martinelli. Aujourd'hui, j'interviewe Guillaume Pellion qui a plusieurs business. Guillaume, comment est-ce qu'on fait pour piloter plusieurs entreprises en même temps à l'échelle stratégique? Salut Kevin, merci pour l'invitation. Écoute, je pense que le point de stratégie et le point de démarrage, c'est la scalabilité. Ça fait pas sens de monter plusieurs boîtes à J+1. L'idée, c'est d'abord, tu montes une première boîte et une fois qu'elle est scalable, que la boîte roule sans que tu sois dans l'opérationnel, tu peux commencer à monter un deuxième business. Et à chaque fois que tu atteins ce point de scalabilité et ce point où justement la boîte elle tourne sans que tu aies à travailler dedans, c'est à ce moment-là où tu peux te concentrer sur un nouveau projet. Intéressant. On va revenir dessus dans quelques instants. J'aimerais que tu puisses présenter ton parcours, les différents éléments d'autorité de ton parcours qui feraient que la personne qui regarde ce podcast se dise, OK, ce mec sait de quoi il parle. Let's go. Ouais, ok, ça marche. Du coup, j'ai un parcours plutôt entrepreneurial. J'ai monté ma première boîte quand j'avais 21 ans. C'était un média spécialisé dans le sport. Je me suis fait racheter. Ensuite, j'ai monté une deuxième boîte. C'était une agence de publicité, une agence plutôt 360 à l'époque où le community management était en train de naître. Pareil, j'ai revendu à mes associés et j'ai ensuite monté une autre boîte qui était une boîte de production vidéo. J'ai fait de la prod, j'ai fait des clips pour A2H ou de la publicité pour Adidas. Et derrière, j'ai quitté le parcours entrepreneurial. J'ai eu un petit problème de santé, j'ai fait un burn-out. J'étais très jeune. Et suite à ce burn-out, j'ai été en CDI, j'ai été directeur commercial d'une scale-up dans la tech qui faisait lié à la data, mais pour la publicité. J'ai piloté et managé des équipes commerciales, une cinquantaine de personnes. Et ensuite, je suis parti de l'aventure pour m'associer à un ami et cofonder du coup une startup qui s'appelle Haiku, qui est un SaaS pour les professionnels du droit. Et en fait, on accompagne les avocats et les juristes dans le workflow du quotidien. OK. Et important à mentionner, je pense, c'est que il y a des levées de fonds en ce moment qui sont en cours, si j'ai bien compris, Ouais, et que tu carrément. as une Ouais, cinquantaine de salariés ou une vingtaine, j'ai pas bien entendu tout à ouais, l'heure. une vingtaine de salariés aujourd'hui, ouais. Vingtaine. Une vingtaine de salariés. Effectivement, sur Haiku, alors, comme tout SaaS qui se lance en France, notamment sur l'IA et la data, il faut aller vite. Et donc, on a fait le choix stratégique d'aller faire des levées de fonds. Alors, j'ai rien contre les boîtes qui sont montées bootstrap, hein. Là, c'était vraiment purement stratégique. Il fallait qu'on aille vite. Donc, on est parti chercher des fonds. On a fait une première levée de fonds en pré-seed. On a levé 300 000 euros. Une deuxième levée de fonds en seed où on a levé environ 1 million. Et là, on prépare effectivement une série A pour aller chercher entre 5 et 10 millions et pouvoir accélérer. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu veux partager sur ton storytelling, peut-être un peu plus sur la vie perso? Ça ressemble à quoi le quotidien de Guillaume Pellion qui gère en même temps ses entreprises et qui a sa vie personnelle? Parce que tu m'as dit que tu as fait un burn-out. C'est un sujet Ouais. récurrent des personnes qui vont regarder cette vidéo. Peut-être pas réussir à sortir de l'opérationnel et à bosser 14 heures par jour. J'ai rien contre la hustle culture. Je trouve que c'est très bon parce qu'il faut beaucoup travailler, mais que ça a quand même un effet négatif sur la santé sur le long terme. Donc il faut quand même trouver un minimum d'équilibre, je dirais. Ouais, carrément, tu fais bien d'en parler parce que j'ai été un jeune entrepreneur et je trouve qu'on est dans une ère où justement les jeunes entreprennent de plus en plus. Et il faut pas tomber dans ce piège où j'ai longtemps vécu et couru derrière une checklist. Tu vois, pour moi, il fallait que j'achète mon premier appart à tel âge, il fallait que j'ai tel salaire à tel âge, il fallait, tu vois, et j'ai vraiment drivé toute ma jeunesse là-dessus. Et en fait, je le déconseille parce que quand tu n'arrives pas à cocher ta case, bah, t'es déçu de toi-même. Et à force d'accumuler ces échecs, tu commences à te remettre en question et tu te demandes vraiment si tu es fait pour ça. Donc je pense que le premier conseil que je donnerais aux entrepreneurs, en tout cas aux jeunes entrepreneurs qui démarrent, c'est de se faire confiance, de ne pas se mettre de pression et surtout d'être aligné avec ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Ensuite, bien évidemment, d'aimer faire ce qu'on fait, c'est quand même important, de pas juste le faire pour l'argent. Moi, tu vois, la première boutique que j'ai lancée, j'étais très focus money et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fini par vendre parce que j'avais pas la passion et au bout de 3 ans, bah, tu t'essouffles et quand tu n'arrives pas à faire justement les chiffres que tu voulais faire, bah, tu trouves plus trop de sens à ce que tu faisais. Et donc moi, j'ai fait le choix stratégique de vendre et j'ai eu de la chance d'ailleurs qui est un repreneur. Ça se passe pas toujours comme ça. Et ouais, effectivement, pour gérer le quotidien, je pense qu'il faut être organisé, il faut aimer le travail. Ça, c'est une évidence. Et j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui est sportif de haut niveau, qui connaît du coup,
qui connaît beaucoup le travail et ce que ça implique. Et voilà, être passionné, c'est vrai que je compte pas mes heures. Aujourd'hui, enfin, tu vois, je me lève, il est 7h30. Je prends mon temps, je commence à bosser, il est 8h, 8h15, et puis je termine parfois, il est 22h, 23h. Mais j'ai pas l'impression de fournir un effort parce que ce que je le fais pour moi et ça a du sens, encore une fois. Mmh. Intéressant. On pourra, je pense, revenir là-dessus sur c'est quoi le quotidien idéal, on va dire, d'un CEO d'une boîte Ouais, justement qui délègue, enfin, quand il délègue l'opérationnel. Euh, c'est quoi un peu les enjeux en ce moment? Tu gères 20 salariés. C'est quoi un peu la pression? Tu as parlé d'aller vite. L'IA se ouais, transforme très rapidement. J'ai fait un podcast dessus sur avec quelqu'un qui accompagne des dirigeants et qui faisait remonter la data que effectivement, tout va de plus en plus vite. On a un métier qui peut être un SaaS qui peut être buildé le lendemain. L'IA, je sais pas, ChatGPT le rend gratuit et ça défonce sur le marché votre offre. Donc il y a besoin d'adaptabilité et d'agilité. C'est quoi un peu le quotidien avec ce SaaS du coup, pour l'organiser et le faire monter en scalabilité? ouais, c'est une très bonne question parce qu'en plus, je suis en plein dedans. Aller vite, c'est bien, mais il faut réussir à être organisé. Alors, je suis quelqu'un qui pilote ses boîtes avec un Excel. Je suis un peu à Mhm. l'ancienne. Tu vois, Un dashboard KPI. voilà, exactement. Tu vois, j'ai un BP, j'ai un prévis et j'essaie de m'y tenir. Et en réalité, ça aide pas mal parce que du coup, quand tu as une vision optimiste et que tu arrives à atteindre tes objectifs et tes résultats, tu sais où tu vas. Et en fait, tu sais qu'à tel moment, avec tel CA, tu vas avoir tant de clients et que tu vas avoir besoin de recruter. Je pense que le nerf de la guerre, quand tu vas très vite et que tout va très vite, c'est le recrutement. Parce que, tu vois, tu as quand même un point qui est hyper important parce que si tu recrutes trop tôt, bah, tu vas dépenser de l'argent que tu n'as pas, tu vas devoir trouver du boulot à une personne que tu viens de recruter parce que sinon, elle va se sentir inutile et elle peut amener une mauvaise énergie dans la boîte, tu vois. Donc, je pense que le recrutement est hyper important et de bien timer ses recrutements. Et d'ailleurs, là, on est en plein dedans et c'est marrant que tu m'en parles. Euh, j'ai un peu enfin, sous-estimé ou surestimé ma capacité à recruter. Là, on est allé un peu vite, on vient de gagner 2 appels d'offres. Et en fait, je suis un peu stressé parce que à la rentrée, on va devoir onboarder environ 500 nouveaux clients et je suis pas staffé parce que je l'avais pas Mhm. prévu. Et donc là, c'est des questions. Ok, qu'est-ce qu'on sous-traite, qu'est-ce qu'on sous-traite pas? Est-ce que on essaye d'expliquer à nos futurs clients bah, que il va y avoir un temps d'adaptation, comment on amène la chose? Est-ce qu'on demande à nos salariés de faire des heures sup? Est-ce que c'est les associés qui vont s'y mettre? Donc tu vois, c'est toutes ces questions-là qu'on essaie de régler. Heureusement, aujourd'hui, avec l'IA, on arrive quand même à automatiser beaucoup de choses. Et tu vois, pour répondre à ta question, bah là, avec le cas concret qu'on vient d'avoir, on a fait le choix d'automatiser un maximum de choses, de sous-traiter le temps de trouver la bonne personne niveau recrutement et ensuite de gérer l'onboarding de notre nouveau salarié qui arrive le 1er septembre pour qu'il soit prêt à attaquer et prêt à onboarder de nouveaux clients fin octobre. Ok. Et en termes de structuration des process, comment est-ce que vous abordez justement la rédaction, le stockage, la mise à jour, la structure des différents process pour pouvoir rendre ça un peu comme une usine, pas dans le terme négatif, mais plutôt Ouais. dans le terme scalable en fait. Ah, mais c'est hyper important. Et d'ailleurs, dès day one, c'est-à-dire que et c'est un peu la chance qu'on a, c'est-à-dire que vu que j'avais monté d'autres boîtes, j'ai vraiment cette façon de penser où quand tu montes un business, il faut que tu montes un business scalable. C'est-à-dire que dès le premier jour, tous les process qu'on va mettre en place, la première question que je me pose, c'est OK, est-ce que ce process, il est viable si j'ai 100 clients, 200 clients, Oui, 300 voilà, clients? exactement. Et ça, c'est hyper important parce que, en fait, si tu commences à créer de la valeur ajoutée et des process dans ta boîte et que tu dois les changer tous les 3 4 ou 6 mois parce que ce que tu as imaginé, c'est pas scalable, tu perds un temps fou, tu perds une énergie folle. Donc, vraiment, le gros conseil que j'ai à donner, c'est quand vous mettez des process en place dans votre boîte, imaginez-vous à N+1, N+2, avec 50 fois plus de clients que ce que vous avez aujourd'hui, et posez-vous la question de, OK, est-ce que ce process, il tient la route? Est-ce que je peux l'automatiser? Est-ce que la chaîne de production, elle marche si je suis pas là? C'est vraiment des questions que je me pose quotidiennement, et c'est ça aujourd'hui qui nous permet, nous, d'avoir justement des process qui sont durables dans le temps et plutôt solides. Carrément. Et cette expérience-là, toi, tu la tires de tes précédentes boîtes. Comment ça s'était passé sur tes précédentes boîtes? Comment est-ce que toi, tu les as scalées? C'était quoi un peu les clés? Ça peut être sur le recrutement, le process, ce dont tu as parlé, mais aussi d'autres points, hein. Ouais. Écoute, moi,
je suis très autodidacte, c'est-à-dire que j'ai commencé sur le terrain, j'ai monté ma première boîte et en fait, j'ai appris en faisant des erreurs. J'ai fait énormément d'erreurs et d'ailleurs, il y a une image que j'aime bien, c'est que le meilleur moyen de savoir ce qu'il y a derrière la porte, c'est de l'ouvrir. Et en fait, si tu prends, une- imagine une énorme pièce où tu as 100 portes dans la pièce et que derrière une seule porte, tu as le gros lot, bah, le meilleur moyen de trouver le gros lot, c'est d'ouvrir toutes les portes. Alors, tu as des gens qui vont avoir de la chance, du premier coup, ils vont ouvrir la porte et ils vont tomber dessus. Mais vraiment, le meilleur moyen d'être sûr à 100% de trouver le gros lot, c'est d'ouvrir toutes les portes. Et moi, c'est un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai essayé, j'ai été très maladroit, et j'ai essayé plein de choses, j'ai trébuché plein de fois, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et en fait, à force de faire des erreurs, et à force de me demander, OK, pourquoi j'ai fait cette erreur, qu'est-ce qui allait pas, de poser des questions à des gens autour de moi aussi. Je suis quand même bien entouré, j'ai pris du coaching, j'ai investi sur de la formation, du mentorat. Et à force qu'on me montre du bout du doigt en disant, tiens, l'erreur, elle est là, tu n'aurais pas dû faire ça, tu aurais plutôt dû faire ça. À force, on acquiert une certaine expérience. Et aujourd'hui, je pense il y a un peu de flair mélangé à de l'expérience qui me permet aujourd'hui de savoir, OK, ce process-là, il tient la route et de pouvoir avoir cette réflexion justement long-termiste et de me dire, OK, il faut que je fasse ça parce que demain, si on a 300 clients, ça tient la route. Ok. Est-ce que tu as un exemple de process, alors sans révéler forcément un peu le secret caché de tes boîtes, mais un exemple de process qui n'était pas scalable et que toi, tu as retravaillé pour le rendre scalable si tu as 500, 1000, 2000 clients du jour au lendemain, quelque chose de très concret. Ouais, bah, typiquement, je peux te parler du support client. Tu vois, nous, aujourd'hui, chez Haiku, aujourd'hui, on a environ 1000 utilisateurs qui utilisent notre app quotidiennement. Et tu vois, tu as des journées où on va uploader un grand nombre de fichiers et tu vas avoir un peu de latence. Et comment tu fais si demain, tu as 300 tickets d'utilisateurs qui s'ouvrent en même temps, alors Mhm. qu'on est une vingtaine? Comment tu fais pour être capable d'apporter une réponse et une qualité de service à tes clients, sachant que tu n'as pas une équipe de 10 personnes disponibles derrière le PC pour Mhm. répondre aux tickets. Donc là, bah, typiquement, un process qu'on a mis en place, c'est de faire des arbres de décision. Donc nous, on a créé une énorme base de données avec des questions récurrentes dans lesquelles, en fait, le premier wall que vont avoir les utilisateurs Haiku lorsqu'ils ont un problème et qu'ils ouvrent un ticket, ça va être une IA ils vont demander, OK, c'est quoi votre problème? Et vu que 90% des tickets qui sont ouverts, c'est souvent du récurrent, on est capable, grâce à un arbre de décision, de répondre de manière automatique à la problématique du client. Et toujours poser la question, est-ce qu'on a réussi à résoudre votre problème? Et Mhm. si l'utilisateur répond non, là, ça rentre dans un process plus manuel où ça arrive, nous, dans notre bac support, et derrière, on a des humains qui vont gérer les tickets. Mais en fait, ça permet surtout de supprimer du volume et de qualifier et disqualifier justement Mhm. les requêtes qui peuvent être traitées automatiquement et les requêtes qui peuvent être traitées manuellement. Ouais. Au final, c'est un référencement vraiment des cas récurrents qui peuvent être traités par Exactement. des choses simples et tout ce qui est vraiment ultra spécifique. Là, le ticket est vraiment assigné à un humain, il traite et ça permet de rendre Exactement. scalable en fait. Tu vois, si tu veux que je rentre vraiment dans le détail, typiquement au tout début de la société, je demandais à la personne en charge justement de rédiger ces cas d'usage, de lui dire c'est hyper important, vraiment garde tout ça sous la main parce qu'un jour on va en avoir besoin. Tu vois, il y a 1 an et demi, on avait une dizaine d'utilisateurs, c'était facile et c'est beaucoup plus rapide de dire bah, je vais répondre à la mano. Sauf qu'on a vraiment fait cet exercice et j'ai forcé les équipes à le faire. C'est à chaque réponse de ticket, vous copiez-collez la discussion, vous la mettez à côté, et on va s'en servir un jour pour créer justement ces arbres de décision. Et au fur et à mesure, on a réussi à avoir 1000, 2000 résolutions de tickets, et une fois qu'on a eu suffisamment de data, on a pu en tirer quelque chose. Et on a pu justement créer un arbre de décision avec toutes les réponses qu'on avait données auparavant. Alors, tu parles du coup de stockage de data. Moi, j'ai une croyance, tu me dis ce que tu en penses. J'ai une croyance que dans une boîte, en fait, il faut collecter le plus de data possible. On voit des boîtes comme Facebook, ce sont des boîtes qui détiennent la data des utilisateurs. C'est ça qui les rend aussi intéressants sur le marché parce qu'ils peuvent du coup mieux cibler en ads, ils peuvent revendre des data ou du coup les utiliser dans une IA. Tu vois, on voit des IA comme Iros par exemple, qui sont des boîtes qui en IA qui vont te permettre de mieux cibler en- sur tes funnels grâce à Facebook Ads. Et ces datas-là ont une valeur. Comment est-ce que toi, tu abordes ça? Sachant que, petite parenthèse, nous, par exemple, on essaie de collecter le maximum d'appels de vente pour nous.
les appels de coaching, les appels de vente de nos clients. Bien sûr, on n'a pas le droit de les révéler après à d'autres personnes. Les appels de coaching qu'ils ont, en fait, on collecte le maximum de choses, on se dit, on va en faire des transcripts, et on sait qu'à un moment, ça va nous être utile. Faire une base RAG ou avec de l'IA, peu importe, quelque chose qui peut être utilisé pour faire du support client. Faire un duplicata, par exemple, de mes connaissances. Tu vois, Alex Hormozy a sorti son IA avec un copie de ses process, etc. Donc ça a une réelle utilité. C'est quoi un peu la vision que tu as là-dessus et les conseils que tu donnerais? Écoute, pour moi, la data, c'est vraiment le nerf de la guerre. Pour moi, la data, c'est le volume. Et en fait, le volume te permet d'avoir une médiane. C'est-à-dire Oui. que, en fait, comment tu arrives à faire des prédictions? À mon sens, une prédiction, elle est viable que si tu as suffisamment de volume et de data. Tu Mm. vois. Typiquement, j'en sais rien, demain tu veux faire un pari, je te dis que ce pari-là, je l'ai fait 5 fois et j'ai gagné 2 fois, bah, tu vas te dire le ratio 2 sur 5, il n'est pas rassurant. Par contre, si je te dis que ce pari-là, je l'ai fait 10 000 fois et j'ai gagné 8 000 fois, le ratio est beaucoup plus important et tu vois bien, tout de suite, tu sens la notion. C'est beaucoup plus rassurant et on parle de quelque chose de beaucoup plus tangible. Donc pour moi, vraiment, la data, c'est le nerf de la guerre. Et d'ailleurs, c'est vraiment là-dessus qu'on a monté notre business Haiku, hein. De base, notre SaaS, c'est les avocats sont surspécialisés. Donc, tu vois, tu as des cabinets d'avocats qui sont spécialisés en droit de la famille, droit des affaires, etc. Donc, ça amène une redondance des cas. Donc, les cabinets font toujours la même chose. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils ne stockaient pas la donnée. C'est-à-dire qu'un associé allait traiter un cas, il allait le remettre au client, et puis un an après, il va avoir un client qui avait exactement le même cas d'usage. Et puisqu'il n'a pas gardé la data, il se mettait à réinventer la roue. C'est-à-dire que Ah, je vois. tu vois, il perd du temps. C'est-à-dire qu'il a passé 10 heures dans un dossier il y a un an, et il se remet à passer 10 heures sur le même dossier, alors que s'il avait stocké la data, il avait juste besoin de récupérer son dossier, le relire pour traiter son nouveau sujet. Et donc, nous, on s'est dit, mais attends, on va monter une IA et une data, on va monter un RAG, et on va donner la possibilité aux avocats justement de connecter toute la donnée qu'ils ont créée au sein du cabinet. Donc, même la donnée papier, tu vois, on l'a au series, on l'intègre dans notre database et ils vont pouvoir discuter en langage naturel. C'est-à-dire que, tu vois, avant, dans un cabinet d'avocats, tu avais Marjorie, la secrétaire, qui est là depuis 25 ans, qui, elle, connaît tous les dossiers. Et tu avais l'associé ou le collaborateur qui allait voir Marjorie, disait, écoute, on a déjà traité d'un cas qui parle de ça, et si elle s'en rappelle, bah, tant mieux, elle va te dire oui, c'est le dossier machin, un tel de l'année 2025. Mais si elle n'est pas là, qu'elle est malade ou que tu dois remplacer un associé, comment tu fais? Et donc, nous, on a connecté ce RAG et donc tu peux discuter de manière naturelle et tu peux tout simplement poser la question, OK, dans quel dossier tu es traité du référé liberté? Et là, ça va sortir tous les dossiers qui traitent du référé liberté que tu as toi-même géré au sein de ton cabinet. Donc, tu n'as plus besoin de réinventer la roue. Tu vas pouvoir justement capitaliser sur la valeur ajoutée que tu as déjà créée auparavant. Donc, c'est hyper important. Et vraiment, le gros conseil que je donne, c'est stocker, stocker, stocker la data. Un jour, vous en aurez forcément besoin. Et au-delà même de ça, ça peut te permettre même de franchiser certaines techniques parce que si tu as la data, tu peux être propriétaire d'un système. Ce système te crédibilise en appel de vente en disant, écoutez, j'ai la data sur 1000 business qu'on a scalé dans l'IA, c'est ça qui marche en général. Et ensuite, tu peux faire ton propre mécanisme unique, ta propre franchise, peu importe comment on l'appelle, tu vois, ton brevet et tu as la légitimité derrière, la data, pour rendre prédictible. Et par exemple, là, on a interviewé quelqu'un, il n'y a pas longtemps, on discutait rapidement, et lui, il a monté là, à peu près quelque chose de similaire, mais pour les boîtes dans l'industrie et dans les usines, en fait. C'est-à-dire qu'ils étudient chaque étape de la production, ils mettent en place des trackings de data. Ils ont remarqué que, par exemple, on perdait 5% de matériaux sur tel type de tâche. Donc, du coup, si on arrive à réduire à 1%, ça fait une différence de chiffre d'affaires de 1 million d'euros à la fin de l'année. Tu vois, Ouais, ouais, ouais. tu vois Ah, le c'est hyper truc? smart. Ouais, c'est hyper smart. Ouais. Tu vois le truc? Parce qu'il y a Ouais, une collecte de data ultra précise. ouais, ouais. Mais tu vois, au-delà de ça, la data, c'est quoi? C'est du chiffre. Et tu viens de me donner un pourcentage, 5%. Comment tu arrives à calculer ce pourcentage sur la data? Tu vois, même dans ton discours sales, et d'ailleurs ça, n'importe quel bon sales vous le dira, ou un closer, un bon sales et un bon closer, c'est un closer qui arrive à rassurer avec de la data et du chiffre, Oui, tu vois. Parce clair. que tu as toujours une part de ratio, enfin de ratio entre le rationnel et le scientifique. C'est-à-dire qu'il faut un bon sales, c'est une personne qui arrive à bien jongler, à bien maîtriser ce truc-là entre, OK, je vends de l'émotion, mais je viens appuyer avec de la data et du chiffre pour montrer que ça sort pas de nulle part, tu vois. Oui, c'est Et, ça.
Et sur la data, comment tu le fais? Enfin, tu vois, c'est hyper important. C'est-à-dire que la data va vraiment vous servir sur toute la durée de vie de votre entreprise, que ce soit sur la partie sales, sur la partie produit, sur la partie marketing. Pareil, comment tu fais pour communiquer sur les bienfaits de ton produit si tu n'as pas de data? Pareil, les retours clients, comment tu fais? Il faut bien les stocker. Parce que si tu as 3 ou 4 retours clients, ok. Par contre, si tu commences à en avoir 100, 200, 300, c'est beaucoup plus rassurant. Donc vraiment, la data, c'est un élément de réassurance énorme, énorme, énorme. Carrément. D'ailleurs, toi, sur la partie client, outre les systèmes RAG, par exemple sur les précédentes boîtes, comment est-ce que tu traquais déjà les data clients? Comment est-ce que tu les traquais? Un exemple typique, si nous on est une boîte, par exemple, on accompagne des plus petites boîtes à se développer, donc on va regarder par exemple chaque mois les data, combien d'appels réservés, combien d'appels convertis, le cash collecté, enfin tous les différentes KPI, et du coup quand on accompagne une personne sur 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on a l'historique, tu vois, multiplié par le nombre de clients, tu te dis en moyenne, une boîte de service qui fait de l'e-commerce ou qui fait X, Y, Z, elle va faire plus X% de croissance sur un an avec notre service. Et tu peux l'appuyer, en fait. Bien sûr, c'est des points de Tu peux l'appuyer. comparaison. Ouais, 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 ouais. c'est ça. Comment est-ce que Ouais. toi, tu gérais ça dans tes précédentes boîtes? Est-ce que tu le faisais ou est-ce que c'était pas quelque chose que tu faisais encore? Écoute, driver une boîte avec la data, je vais être totalement transparent avec toi. Au début, je le faisais pas parce Mhm. que bah, j'étais jeune et comme je te dis, je suis quelqu'un qui était sur le terrain. Tu vois, j'aime bien cette expression. Je parlais avec ma secrétaire, elle m'a dit un truc marrant. Tu vois, elle m'a dit soulève et tu verras après si c'est lourd. Et tu vois, c'est un truc que je faisais vachement ça. C'est-à-dire que d'abord je faisais et après j'allais voir les conséquences. Donc j'ai Ouais. perdu beaucoup de temps, mais ça m'a beaucoup appris. Donc non, j'utilisais très peu de data au début dans mes sociétés. J'ai commencé à utiliser la data quand j'étais justement directeur commercial, Ok. quand j'étais salarié, parce que j'avais besoin de cette data pour pouvoir driver et manager mes équipes. C'est-à-dire que tu vois, j'avais besoin de récolter de la data pour savoir c'était quoi les points de souffrance des équipes, comment je devais manager telle ou telle personne, tu vois, parce que tu vas avoir un sales qui est hyper bon dans le setting, tu vas en avoir un autre qui est hyper bon dans le closing, et si j'ai pas cette donnée-là, je peux pas l'interpréter. Donc j'étais obligé justement d'avoir des dashboards et de pouvoir suivre, ok, lui il arrive à avoir un taux de closing sur un premier rendez-vous de 80%. En revanche, lui, il n'arrive pas à closer la vente parce qu'il a 20% de closing. Et ça me permet justement de jauger, de savoir c'est quoi les points de friction et c'est quoi les sujets qu'il faut qu'on ait travaillé avec les membres de l'équipe. Ok. Donc non, c'est quand même assez récent, mais tu vois, c'est marrant parce que quand tu parles avec des ingénieurs, avec des DAF, pour eux, c'est très naturel. Parce que, tu vois, maths sup, maths spé, ça gère des tableaux, ça gère des chiffres. Et pour eux, c'est vraiment, vraiment la base, tu vois. Et c'est quand j'ai commencé à faire de l'immobilier que j'ai commencé à le comprendre. Parce que pareil, dans l'IMO, la data, c'est roi, tu vois. Je ne l'ai pas dit quand je me suis présenté, mais je suis investisseur immobilier. Aujourd'hui, j'ai une vingtaine d'appartements qui sont en location avec un parc qui fait environ 3 millions. Et j'ai réussi à développer cette activité parce que j'avais la data justement. Tu vois, aujourd'hui, quand je visite un appartement, j'ai fait estimer les travaux, je demande c'est quoi la taxe foncière, c'est quoi les charges de copro, je rentre tout dans un tableau et ça me donne la marge brute, la marge nette, et puis si c'est une bonne affaire ou si c'est pas une bonne affaire, tu vois. Et d'ailleurs, j'achète même pas avec le cœur, j'achète vraiment avec les chiffres. C'est-à-dire que l'appartement qui me plaise ou pas, je m'en fous s'il est rentable, j'y vais, quoi. Ah, carrément. Ça, Et d'ailleurs, tu as, des boîtes qui en font un business model. Tu vois, les boîtes comme Meilleur Agent ou même Se Loger s'y met de plus en plus. C'est des boîtes qui vivent grâce à la data. C'est-à-dire qu'eux, ils ont réussi à récolter toute la data. Ils arrivent à te sortir le prix au mètre carré dans telle ville, savoir justement quelle est la moyenne haute d'un loyer dans telle ou telle ville, quelles sont les villes où il y a des zones tendues, etc. De toute façon, depuis des années, la data, c'est le nerf de la guerre. Tu pourras parler avec n'importe quel entrepreneur à succès, il va te dire qu'il a piloté sa boîte grâce à la data. Clairement. Et sur ton pilotage, tu parlais justement des budgets prévisionnels, etc. Selon toi, à quoi ressemble le dashboard? À quoi devrait ressembler le dashboard d'un entrepreneur qui pilote une ou plusieurs boîtes? Sachant que, pour mettre du contexte, il y a beaucoup de gens que je vois, même des entrepreneurs avancés, hein, qui font jusqu'à 1 million d'euros par an, voire 2, 3 millions, qui pilotent sans dashboard. Moi, j'ai rencontré un entrepreneur qui faisait 5 millions par an, il n'avait pas de dashboard avec aucune KPI. Lui, c'était vente, 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 c'est tout. Ah, tu vois, pour reprendre un peu l'exemple que je te donnais, je pense que cette personne-là, c'est la personne qui a ouvert la porte et qui est tombée sur le gros lot direct, tu vois.
En fait, pour moi, piloter avec de la data et un dashboard, c'est optimiser tes chances de réussite. Bien Oui, sûr que oui, tu peux clairement. y arriver sans, tu vois, mais pourquoi te tirer une balle dans le pied? Tu vois, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus serein. Tu es beaucoup plus serein quand tu pilotes ta boîte avec un dashboard et que quand tu vois que tu n'es pas dans tes chiffres et que tu as 2000, 3000, 5000 euros de retard qu'il faut que tu rattrapes le mois prochain, bah, c'est hyper rassurant justement d'avoir ces chiffres sous les yeux. Et, et à quoi ressemble un dashboard? Écoute, moi, je suis un peu à l'ancienne, je te l'ai dit, hein, un Excel me va très bien. Euh, En tout cas, moi, pour le pilotage, tu vois, demain, mon DAF, il va utiliser des outils type Penny Lane ou d'autres SaaS qui existent pour piloter la trésorerie. En revanche, là, je me permets de revenir sur un élément qui est quand même hyper important. S'il y a bien un truc qu'il faut que je pousse à tous les entrepreneurs, c'est ne déléguez pas la partie financière au lancement de votre boîte. C'est-à-dire que c'est à vous de suivre vos KPI, c'est à vous de suivre vos chiffres, c'est à vous de vous forcer à faire vos prévisionnels et vos BP. Je vois beaucoup trop d'amis entrepreneurs ou jeunes entrepreneurs qui sous-traitent la réalisation de prévisionnels ou de BP parce que ça leur paraît trop compliqué, parce qu'ils ne veulent pas se prendre la tête avec les chiffres. Personne ne peut piloter mieux que vous votre boîte. C'est-à-dire que c'est à vous de faire vos scénarios et c'est à vous de vous forcer à savoir maîtriser vos chiffres. C'est beaucoup trop compliqué de monter une boîte et de piloter une boîte si vous n'êtes pas à l'aise avec des chiffres. Donc vraiment, forcez-vous. Faites-vous un Excel, faites-vous accompagner pour qu'on vous apprenne à le faire, mais ne déléguez pas. C'est beaucoup trop important. Et pareil, je vois trop de boîtes très early stage commencer à chercher un DAF, donc un directeur financier ou une personne à la compta. Non, 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 les gars. Franchement, gérez vos chiffres vous-même. Et une fois que vous avez atteint un point de break-even ou un point de scalabilité, là, vous pourrez commencer à déléguer, mais gardez toujours un œil sur vos chiffres. C'est hyper important. Parce que tout le monde s'en fout de votre business en réalité. Tu vois, non, mais c'est dur à dire, mais même tes propres salariés, ils s'en foutent, tu vois. Enfin, eux, ce qui leur intéresse, c'est de faire leur boulot, d'avoir leur salaire. Mais on vit dans un monde où tout le monde est très égoïste et c'est normal. Tu vois, tout le monde est très autocentré. Et il faut vraiment que tu comprennes que personne à part toi ne s'intéresse à ta boîte. Tu vois. Genre, c'est quoi l'objectif final de chaque élément de la boîte? Tu as déjà été salarié, toi, ou pas, Kevin? Ouais, pendant 6 mois. Ok. Quand tu étais salarié, c'était quoi c'est quoi qui t'intéressait en réalité? Tu vois, est-ce que si on ne te payait pas à la fin du mois, tu continuerais à bosser? Ah bah non, non, moi, ce qu'il me fallait, c'était recevoir mon cash, c'était que ça se passe bien avec les collègues, que je fasse un taf intéressant, et Ouais. c'est tout, quoi. Et éventuellement des perspectives d'évolution, et encore, à l'époque, Et puis, c'était pas j'imagine OK. que tu pilotais ta vie, tu pilotais pas la boîte. Tu vois, tu te disais, Oui, OK, je vais recevoir mon salaire. Si je peux économiser ce mois-ci et le mois prochain, machin, je vais pouvoir investir là-dedans, machin. Donc, en c'est fait, tu, ça, ouais. tu pilotais ta vie, mais tu réfléchissais pas à la boîte. Tu Oui, oui, vois? clairement. Et alors, effectivement, quand tu commences à avoir des postes à responsabilité, que tu commences à être directeur commercial, DAF, etc., ça fait partie de ton boulot et tu as des responsabilités là-dedans. Mais 95% des salariés de ton entreprise se foutent de la durée de vie de ta boîte. Donc, si c'est pas toi qui la pilote, personne ne le fera à ta place. Tu prêches un convaincu, hein. Je pense Ouais, qu'on peut ouais. avoir des associés, tu vois, qui peuvent être très intéressés et intéressants, et quand même avoir, voilà, une envie de piloter la boîte. Mais au final, je pense que la plus grosse problématique que j'ai remarqué, c'est que les gens cherchent un sauveur, en fait. Ils cherchent une délégation inconsciente ou déléguer trop vite. Et donc, du coup, je te partage quelque chose, ça pourrait être utile pour les gens. J'ai fait un événement un jour, et le plus gros red flag que j'avais remarqué chez un entrepreneur, et je le pressentais, et il s'est avéré par la suite, je l'ai su de source sûre, c'est lui qui a fini par me le dire aussi, que c'était pas très bien passé dans sa boîte. En gros, le mec, on faisait un tour de table et il disait: ah, mais moi, de toute façon, les chiffres, je gère rien, je regarde jamais les tableaux, c'est mon assistante qui regarde, je vois pas pourquoi je regarderais. S'il faut dépenser 40K ce mois-ci, on dépense 40K, on y va. Et j'ai su par la suite que cette personne-là, en fait, elle était passée très proche de la faillite, et qu'en fait, un jour, elle a ouvert ses chiffres et elle en a pleuré, en fait, parce qu'elle pensait qu'elle était là, alors qu'en fait, elle était là. Et juste, elle fuyait par son comportement. C'était une fuite, hein, clairement, peut-être blessure de rejet ou autre, j'en sais rien, mais elle fuyait en fait la data, et ça avait failli lui coûter la croissance de sa boîte. Ah, mais tu vois, je vais te donner un exemple et je t'invite à faire l'exercice. Quand tu rencontreras des entrepreneurs, pose-leur deux questions très simples. C'est quoi ton cash burn? C'est quoi ton EBITDA? Oui, les Et tu bidas, oui. verras, et tu verras que 70% des entrepreneurs
vont soit te dire ah, c'est pas moi qui pilote les chiffres, ou ils vont te sortir un EBITDA qui est totalement irrationnel et toi-même tu sais que c'est pas possible, ou alors ils vont te dire ah, je sais pas, faut que je regarde. Enfin, si tu es entrepreneur et que tu n'es pas capable de sortir ton cash flow mensuel et ton EBITDA, c'est qu'il y a un problème. Ah, clairement. Pour moi, c'est vraiment la base. Et si tu n'es pas capable de répondre à ces questions-là, il faut que tu ailles plonger dans les chiffres. C'est beaucoup trop important. Beaucoup trop important. 100%. Bah, de toute façon, même si tu as un simple Excel, nous c'est pareil, on est sur Google Sheet, hein. Moi, sur Google Mhm. Sheet, on a les flux de trésorerie mensuels, on a une vue trimestrielle, on a les entrées, les sorties, on peut facilement générer les comptes de résultats, tout ça avec tous les templates qu'on a. Et en fait, si tu ne fais pas ça, tu peux pas remarquer en fait si tu es en croissance, en décroissance, et surtout avoir aussi la présence d'esprit de se dire, OK, je vais peut-être allouer peut-être 3-5% de mon budget annuel à des imprévus, tu vois, Mhm. c'est quand même un truc de base, tu vois. Et ces imprévus-là, bah, on prend l'exemple du Covid. Moi, j'ai un collègue avec qui j'ai travaillé. Je prends deux boîtes. Un mec que j'ai interviewé sur notre YouTube, qui lui avait prévu du cash, il gérait bien son cash. Bah, le Covid a été un accélérateur. Ça a été compliqué, Ouais, mais c'est un accélérateur. Et l'autre, de son côté, qui avait 2500 personnes dans sa boîte, c'était constamment en flux tendu. Bah, le Covid est arrivé, pas suffisamment de pilotage de la trésorerie, etc. Pourtant, 2500 collaborateurs, c'est une sacrée boîte hein, quand même, hein. Et ben, la boîte a fait faillite ouais. pendant le Covid, tu vois, parce que pas de pilotage sérieux des chiffres, et c'est lui-même qui le dit. Mais tu sais que c'est marrant parce que souvent, en plus, ces mecs-là, pour eux, leur vie perso, tout est bien rangé, ils gèrent bien le truc, tu vois. Mais ils dissocient la vie perso et le taf. Parce qu'en fait, je pense que tout le monde sait piloter sa vie perso, tu vois. Genre, tout le monde fait les comptes à la fin du mois et se dit, OK, ce mois-ci, j'ai réussi à mettre tant de côté, j'ai tant d'euros pour faire les courses, je suis capable de dépenser tant, je mets tant pour les soirées. Tu vois, n'importe quelle personne qui va regarder ce podcast, il s'est déjà dit une fois au moins dans sa vie, ah non, c'est pas raisonnable, je suis un peu short ce mois-ci, tu vois. Mm. Ou je pourrais le faire dans 3 mois, ou je pourrais le faire dans 4 mois. Donc, tu vois, les gens, ils arrivent à piloter leur vie perso, mais dès qu'on les met dans un cadre professionnel ou dans une boîte, ça y est, ça devient trop compliqué ou ça les intéresse pas, alors que c'est quand même la base, quoi. Enfin, genre, encore une fois, hein, pour moi, la data, nerf de la guerre. Clairement. Passons sur un autre sujet, parce que là, on prêche clairement un convaincu encore une fois. Et puis, on peut en parler Euh, pendant longtemps, hein. oui, oui, je pense qu'on pourra en parler pendant longtemps, et je pense que les gens enfin, ont besoin de se mettre en tête que c'est hyper important, de toute façon, ça, c'est essentiel. Euh, le recrutement, tu as dit tout à l'heure que c'était vraiment pour toi super important. Je suis 100% d'accord. À partir du moment où est-ce que on recrute, on apprend aussi l'humain. L'humain est difficilement scalable. Je sais pas ce que tu en penses, mais on va venir sur le sujet. C'est une question assez basique que j'ai posée, mais à mon avis, tu as peut-être des clés. Quelles ont été les différentes erreurs que toi tu as fait en recrutement et quelles sont les bonnes étapes selon toi pour recruter les bonnes personnes et se séparer de l'opérationnel, scaler, etc. Ouais, alors, c'est un sujet que je trouve passionnant. Et d'ailleurs, je- en toute modestie et par expérience et par retour d'expérience, je pense que s'il y a un truc que je fais bien, c'est de recruter les bonnes personnes. Tu Ouais, vois. Et je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on a réussi à développer des boîtes et que j'ai réussi à vendre des boutiques. C'est parce on avait la bonne équipe. Pour moi, le plus important sur un recrutement, ça va être la typologie de personne et sa tendance. C'est-à-dire que l'énergie de la personne. Tu vois, tu peux prendre un très très bon développeur, un très très bon commercial. Si c'est une personne qui se plaint beaucoup ou qui fait que d'amener des problèmes de façon quotidienne, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il peut être très bon dans l'exec, il peut être très bon dans l'opérationnel, mais si c'est pas un pain solver, tu vois, et que c'est une personne qui te ramène des pains sans trouver de solution, c'est compliqué parce qu'en fait, tu vas dépenser beaucoup d'énergie à la rassurer, tu vas dépenser beaucoup d'énergie, tu vas devoir passer outre tes process parce que vu que cette personne-là, elle est anxieuse, elle va faire des panic moves, elle va pas respecter les process, tu vois. Et donc, tu vas dépenser beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de temps à la recadrer et tu vas être dans une position qui est hyper compliquée parce que tu vas pas pouvoir la virer parce que tu te dis, ah putain, il est quand même fort dans l'opérationnel, il est bon dans l'exex, etc. Et en fait, à chaque fois, tu vas te dire, bon, vas-y, il faut que je le garde, donc tu vas faire des exceptions. Mais si tu en as 2, 3, 4, 5 comme ça devient plus une exception, en fait, ça devient la norme. Et c'est là où tu peux couler des boîtes. Donc vraiment, primer d'abord sur l'énergie de la personne. Est-ce que c'est une personne qui vous ramène des problèmes ou qui règle des problèmes? C'est beaucoup plus important
que sa capacité de travail et sa capacité opérationnelle. Tu vois, j'ai déjà pris en entretien, par exemple, même des entretiens de dev, alors que je suis pas technique, je veux être là parce que j'arrive à avoir ce feeling-là. Et j'ai déjà dit non à une personne qui techniquement était bien meilleure qu'une autre, tout simplement parce que je chantais qu'elle était facilement beaucoup plus anxieuse et qu'elle allait nous ramener des problèmes et elle allait avoir une espèce de dissonance d'énergie. Et vraiment, je veux vraiment protéger au maximum mes équipes. Et je veux toujours qu'il y ait une bonne ambiance et une espèce de cohésion et une émulation aussi, tu vois. Quand tu mets plein de gens qui sont capables de résoudre des problèmes dans la même pièce, bah, ça fait une émulation de dingue, vraiment, tu vois. Et dès qu'il y a un problème, tu en as neuf qui sont là et qui se disent, attends, tiens, vas-y, je vais t'aider, tu vois. Donc non, Mm. franchement, c'est le point le plus important. Euh, ouais, c'est celui-ci. Ça revient tout le temps dans les interviews, c'est-à-dire qu'on privilégie quelqu'un qui aura le bon état d'esprit plutôt que Ouais. quelqu'un qui aura les bonnes compétences. Parce que la personne avec le bon état d'esprit va forcément monter en compétence, alors que la personne avec les bonnes compétences va flinguer l'équipe avec son état d'esprit, quoi. Ouais, vraiment, c'est essentiel, c'est hyper important. Et d'autant plus maintenant avec le télétravail, tu vois. Nous, on est une vingtaine, on est en full remote, alors on fait des événements en présentiel quand même pour garder une certaine cohésion d'équipe. Mais tu vois, imagine-toi, t'as un problème dans la boîte, tu as un sales par exemple. Il n'est pas content parce qu'il y a un problème technique, tu sais, t'as toujours cette guéguerre entre les techs et les sales. Ouais, Euh, ouais. et puis tu as ton sales qui n'est pas content. Et donc, il va aller se plaindre au N plus 1 ou directement, il va se permettre, parce qu'il est en panic move, de m'envoyer un message alors que je n'ai pas que ça à faire. Donc, tu vois, il m'envoie un Slack en me disant ouais, un tel de l'équipe technique, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, machin. Donc, moi, je prends de mon temps, j'essaie de comprendre. J'essaie de le rassurer. Donc, vu qu'il m'a envoyé un message, bah, je vais m'occuper du sujet. Donc, je vais aller voir l'équipe technique, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Et ça va amener une mauvaise ambiance parce que d'un côté, tu as quelqu'un qui se plaint, il n'a pas essayé de comprendre, de résoudre le problème. Et deux, tu as envie de lui dire, mais mec, tu as des process, tu suis les process, et si vraiment il y a un problème, bah, à la fin de la journée, à 17h30, tu envoies un petit Slack, tu dis tiens, on peut s'appeler 5 minutes à la fin de la journée, je veux comprendre ce qui s'est passé, et puis tu résous ton problème tout seul, tu vois. Donc vraiment, ça peut vraiment amener à la cacophonie, parce qu'encore une fois, là, on parle d'une boîte où on est 20, mais imagine une boîte où on est 2000 ou 2500. Il suffit que tu en aies 10 comme ça, et c'est fini, tu passes ta journée à résoudre des problèmes. Ouais, 100%, hein. Et tu parlais de full remote. Nous, on est full remote aussi. Après, il y a la plupart des gens avec qui je travaille, on s'est vu en vrai. Il y en a une autre partie, on s'est jamais vu. Comment est-ce qu'on gère une boîte en full remote, sachant qu'il y a toujours un peu cette guerre en France, notamment chez les devs freelance. Tu as les boîtes qui sont à l'ancienne, nous on veut pas de full remote, on veut du retour en présentiel, etc. Et tu as beaucoup de devs qui, en plus, qui veulent plutôt se mettre en full remote. Là où par exemple aux États-Unis c'est normalisé, tu vois, tu as beaucoup de missions full remote. À l'opposé en Suisse, c'est beaucoup justement de présentiel bureau. C'est comment est-ce qu'on gère une boîte en full remote pour qu'elle soit performante, surtout avec les contraintes que toi tu as? Ouais. Alors tu vois, j'ai une position assez middle sur le sujet. Tu vois, je suis pas dans les extrêmes. C'est-à-dire que je suis de ceux qui avaient un peu peur, surtout quand tu recrutes des devs. Tu vois, j'ai été un peu gamer, moi, à mon Ouais, plus jeune âge. pareil. Et j'ai toujours cette peur absolue de me dire, attends, mais j'ai pas envie de recruter un dev qui va passer ses journées à jouer à League of Legends et qui va juste répondre aux messages Slack, tu vois. Donc Ouais. ça, vraiment, c'était un peu ma grosse peur. D'ailleurs, petite info au passage, parce que c'est une true story. J'ai fait un entretien d'embauche avec un dev et je vois des gros posters League of Legends derrière dans sa chambre, le gros casque de gamer, et il me dit qu'il est passionné de jeux vidéo. Les gars, gros red flag. Enfin, tu vois, même si tu as envie de faire confiance, ça fait trop peur, tu vois. Ouais. Et donc, franchement, même si vous jouez aux jeux vidéo, évitez de le dire et évitez de faire un entretien avec vos posters derrière. Là, ça fait beaucoup trop peur. Mais du coup, pour répondre à la question, on fait pas du micromanagement, mais on a trouvé un entre-deux. C'est-à-dire que, tu vois, on met des daily en place. C'est-à-dire que on fait du pilotage tous les jours sur des chiffres et des KPI et on fait toujours le point de ce qui s'est passé la veille. Alors, les daily sont très courts. Ils font une vingtaine de minutes chez nous, mais chaque équipe a son daily. Et tous les matins, on se voit, on parle et on fait le point sur la roadmap de la veille, ce qui s'est passé, les tickets, les machins, les objectifs, etc. Et puis surtout, ça permet d'avoir une certaine une cohésion d'équipe. Et puis ensuite, on a un canal Slack général. Et tu vois, la moyenne d'âge dans la boîte, c'est une trentaine d'années.
Et donc, dans ce canal-là, souvent, entre midi et deux, tu as toujours un associé qui va écrire une petite blague ou qui va poster une photo marrante, tu vois, qui va amener un peu un effet boule de neige où les gens vont rigoler entre eux et vont se détendre un petit peu, quoi. Donc, tu vois, j'aime bien aussi qu'on se voit de temps en temps parce que c'est important d'avoir cette cohérence. Mais comme je te l'ai dit, j'ai une position qui n'est pas dans les extrêmes. C'est-à-dire que pour moi, une boîte peut très bien marcher avec un format hybride ou un format full remote ou un format full sur place. Oui, c'est clairement ça, hein. Ce qui est important, c'est l'ambiance dans la boîte, tu vois. Il faut qu'il y ait 100%. une bonne ambiance, il faut qu'il y ait une confiance, hyper important. Tu vois, surtout quand tu as une boîte en full remote, il faut absolument avoir une confiance absolue en tes équipes et il faut savoir manager. C'est-à-dire que tu as des gens qui aiment bien le micromanagement, tu en as qui ne supportent pas ça. Donc il faut savoir et réussir à manager les bonnes personnes avec la bonne méthode parce qu'on ne manage pas tout le monde de la même façon. Ouais. Ouais, clairement. Nous, on utilise le typage de personnalité MBTI en interne Ouais, hyper pour intéressant. recruter. Ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est hyper bien, hyper bien. Et il faudrait qu'on le fasse d'ailleurs, nous, on le fait pas. Mais putain, c'est bien si vous le faites, hein. C'est mortel. Même pour le recrutement, Ouais, on a remarqué que c'est toujours les mêmes profils avec qui ça se passait mal et toujours les mêmes profils avec lesquels ça se passait bien. ok. C'est assez bluffant, hein, quand une fois que tu t'y mets. C'est quelque chose. Ok, bah écoute, je testerai. De toute façon, ça fait un moment que j'en ai parlé à mes associés et il faut vraiment qu'on teste. Ouais. Ouais, carrément. Sur le full remote, euh, tu parlais de suivi, enfin, globalement, il y a une suivi de projet, de tickets, etc. Alors, j'ai une question que j'ai souvent, moi, chez les gens. Selon toi, quel est le meilleur workflow justement de gestion des tickets? Est-ce que vous utilisez un logiciel en particulier, Jira, vous avez un Ouais, Asana, quelque chose comme ça? on C'est est, vraiment une question qui revient tout le temps, quoi. ouais, on est sur Giro, nous. On est sur Giro. Alors, c'est mon CPO et mon CTO qui pourraient en parler mieux, mais ouais, on est sur Jira et sur Miro. Et en fait, on a vraiment une arborescence hyper claire et hyper clean. D'ailleurs, par exemple, je n'en ai pas parlé, mais on a vraiment un management très transverse. On fait très peu de vertical. Alors, il y en a forcément un petit peu parce que c'est toujours important, tu vois, mais on essaie vraiment d'avoir le moins de management vertical possible pour qu'il y ait un maximum de communication transverse entre les équipes. Ouais, Et en fait, chaque lead va avoir son daily, comme je te le disais. Et donc, sur chaque daily, on va avoir un Jira et ensuite, on fait un point avec toutes les équipes de management où justement, on va aller regarder les Jira de tout le monde et on va se faire un Jira sur les Jira, quoi. C'est comme ça, d'accord, nous, ouais. qu'on gère les tickets. Ok, ouais, ça fait sens. C'est ce que j'ai vu aussi dans une boîte, par exemple, Un en peu du Suisse. top-bottom. C'est vraiment Ouais, du top-bottom. ouais, On commence bas et on remonte. Et comme ça, nous, on a une vision vraiment macro. Et chaque lead de chaque équipe a une vision micro sur ce qui se passe. Et comme ça, nous, la direction, c'est très simple. On a directement le visu, on sait ce qui se passe. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir tout le détail du ticket, où est-ce qu'on en est, c'est ouais, de c'est savoir vision un peu macro. ouais, on en est où au niveau de la gestion du projet de façon plus globale, quoi. Alors, en off, tu m'as parlé d'adhérence. C'était quelque chose qui était très important justement pour monter un produit, notamment pour un SaaS. Est-ce que tu peux développer cette partie-là? Ouais, carrément. C'est quelque chose qui est hyper important et j'ai vraiment essayé de l'inculquer dans l'ADN de notre boîte et surtout avec les équipes dirigeantes et avec les associés. Parce que quand tu lances un produit, oui, c'est hyper important de vendre, de trouver le bon product market fit. Mais je pense qu'il y a un point qui est hyper important, c'est le product lovable fit, tu vois. C'est l'amour du produit et c'est cette capacité à générer de l'adhérence auprès de tes clients. Et d'ailleurs, on le sait, tes premiers clients, c'est des clients que tu vas chouchouter et il faut vraiment que tu crées une adhérence, cette adhérence à accepter que ton produit soit pas parfait, mais qu'il reste toujours là. Et pourquoi il reste? Parce qu'il croit en ta promesse. Et donc, tu vois, l'adhérence et la promesse sont deux éléments qui sont clés et qui sont liés parce que tu ne peux créer de l'adhérence que si tu as une promesse forte, tu vois. Et si ta promesse est forte, les gens vont se dire, OK, j'accepte que ce soit pas parfait, j'accepte qu'il y ait des erreurs, j'accepte qu'il y ait des bugs parce que je crois en eux et leur promesse me touche, tu vois. Et je te prends l'exemple d'Aiku, typiquement, tu vois. Nous, quand on a lancé notre produit, on avait énormément de bugs et sur le marché, tu avais des concurrents qui avaient des produits qui marchaient mieux que le nôtre au lancement. Et on a réussi à garder nos clients et à créer de l'adhérence et cette rétention client parce que notre promesse était beaucoup plus profonde que celle des autres. Tu vois, beaucoup de nos concurrents se sont placés sur faire gagner du temps aux avocats, automatiser vos tâches à faible valeur ajoutée. Tu vois, ça, c'est hyper creux comme promesse. Ouais, c'est large. Ouais, c'est hyper large, c'est hyper creux, c'est-à-dire que
tu touches pas l'affect des gens. Et en fait, nous, on est parti vraiment d'une problématique socio-professionnelle et que les gens ne savent pas, et d'ailleurs, je vais sûrement vous l'apprendre, mais les avocats, en tout cas en France, c'est une profession qui souffre énormément. C'est-à-dire que beaucoup d'avocats n'ont pas de vie privée, ils n'ont pas de vie perso, tu vois, ils vivent pour leur boîte. Beaucoup d'avocats sont beaucoup dans l'opérationnel et très peu dans le pilotage, tu vois. Parfois, tu as des associés avocats et tu sais même pas si c'est un entrepreneur ou pas, parce qu'il fait tellement le métier d'avocat lui-même que c'est pas un businessman, tu vois. Et surtout, tu as beaucoup d'avocats qui galèrent, en fait. Tu vois, tu as 60% d'avocats qui gagnent moins que le SMIC, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'en Euh, connais, ouais, c'est vrai. et J'en et- et connais, ouais. d'ailleurs, c'est un métier où tu as le plus gros taux de burn-out. Et donc, nous, notre promesse, c'est de dire, OK, effectivement, on va vous mettre un outil qui va vous permettre d'automatiser plein de choses, mais notre communication marketing, notre promesse, c'est pas on va vous faire gagner du temps. Non, c'est justement, on va vous libérer du temps pour ce qui compte vraiment. C'est-à-dire qu'on va vous aider à de nouveau apprécier votre métier. On va vous aider justement à gagner du temps pour que vous passiez du temps à faire ce que vous voulez. Par exemple, tu vois, on avait une phrase, c'est gagner du temps pour aller à la piscine, tu vois, genre, parce que quand on parlait avec des avocats, on se rendait compte qu'il y en a très peu qui allaient au sport, qui allaient à la piscine, qui faisaient des choses de leur temps libre. Et vraiment, nous, notre promesse, c'était vraiment d'aider le métier, tu vois, genre, c'est vraiment, je te prends un exemple, c'est enfin, nous, c'était plus de dossiers, plus de dossiers et surtout plus de kiff, tu vois, de vraiment appuyer sur cette notion de plaisir, de retrouver le plaisir qu'ils ont perdu, tu vois. Typiquement, vous n'avez pas fait cette étude pour être un générateur de mots-clés, parce que les avocats passent beaucoup de temps à générer des mots-clés, à répercuter sur des bases de données. Non, les gens, ils ont choisi ce métier pour plusieurs choses. Ils ont choisi ce métier pour la valeur, c'est-à-dire le positionnement, tu vois, on les appelle maîtres, les avocats, c'est pas pour rien. Il y a quand même un statut qui est recherché. Ils l'ont fait pour l'argent et surtout pour pouvoir aider les gens. Et aujourd'hui, on est dans un monde où malheureusement, les avocats, ils perdent beaucoup trop de temps à faire des choses à faible valeur ajoutée, donc ils n'ont pas le temps d'aider les gens, ils ont du mal à gagner de l'argent, et surtout, ils n'ont aucun kiff. C'est-à-dire que quand ils sont lancés en fac de droit, ils ne s'imaginaient pas une seule seconde que le métier d'avocat, c'était de synthétiser une problématique dans un mot-clé et d'aller répercuter ce mot-clé sur 45 bases de données, tu vois. Donc vraiment, travaillez votre promesse et allez toucher l'affect de vos clients. Et rappelez-vous que derrière l'IA, derrière les machines, derrière l'écran, derrière le digital, c'est des humains. Et si vous arrivez à toucher le cœur de vos clients, vous allez créer une adhérence, une rétention de malade. Et c'est des gens qui vont vous suivre et qui vont accepter des erreurs. Et ça, pour moi, c'est le point le plus important au lancement d'un business. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, très souvent quand tu lances un business, c'est qui les premiers clients que tu vas aller chercher? Tes Les amis, proches. tes proches? Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont la plus grosse adhérence. Tu vois, parce qu'en fait, ils n'achètent pas pour le produit, ils achètent pour toi. Ils achètent parce qu'ils veulent t'aider. Et donc, c'est là où tu as l'adhérence maximale, parce que ces gens-là, ils n'ont pas d'attente sur ton produit. Ils veulent juste t'aider. Et donc, si tu arrives à aller chercher des customers qui ne sont pas dans ton cercle proche, mais qui veulent se rattacher à ta promesse et à ta cause, ça veut dire qu'ils croient en toi et ils sont là pour t'aider, ils seront là jusqu'à ce que ça fonctionne. Clairement. Et après, bah, il y a toute la partie rétention aussi. Comment est-ce qu'on arrive à les faire rester une fois qu'ils ont adhéré et que le produit s'est développé? Est-ce que tu saurais nous faire un petit point sur la rétention? Puis après, bah, je pense on va arriver à la fin de cet épisode. Ouais, écoute, c'est comme je disais, hein, la rétention, c'est hyper important et il faut être proche de ses clients. C'est-à-dire que beaucoup trop d'entrepreneurs et je vois beaucoup trop de business qui se focalisent trop à aller chercher du newbies et ils en oublient justement leurs clients. Tu vois, nous, en termes de ratio, je pense que on questionne autant nos clients et on leur envoie autant de mails que ce qu'on envoie de mails pour du démarchage. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu vas sur notre app, je pense que au moins une fois tous les 15 jours, tu vas avoir un pop-up, un bandeau où êtes-vous satisfait de la solution? Tu vois, sur toutes les réponses qu'on apporte, on donne la possibilité à nos clients de mettre un pouce vert, un pouce rouge. S'ils mettent un pouce rouge, ils nous disent pourquoi. Nos sales, ils passent 35% de leur temps à appeler les clients existants pour savoir si tout se passe bien. Tu vois, on forme nos Customer Success Managers à toujours envoyer des mails en fin de semaine. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous avez eu des difficultés sur l'outil? Et vraiment, toute notre stratégie de formation et notre stratégie de rétention in-app est pensée
pour justement créer un maximum, encore une fois, d'adhérence. Je suis désolé, je radote, mais c'est hyper important auprès de nos clients. Donc oui, rétention 100%, 100%, parce que la rétention fait la scalabilité. Et la LTV, hein, la LTV, pareil, hein, c'est un Clairement. KPI hyper important. La LTV, ça veut dire la lifetime value. Donc c'est la durée de vie de votre client. Euh, Votre client, à quel moment il churn? Est-ce qu'il churn au bout d'un an d'utilisation, 6 mois, 7 mois, etc. Donc pareil, hyper important, concentrez-vous sur la LTV et plus vous avez un ratio CAC LTV intéressant, bah, plus vous avez une boîte scalable. Et plus vous pouvez réinvestir en acquisition. Aussi, ça, c'est un truc. Exactement. Encore juste avant ce podcast, j'étais en call avec un client qui, lui, a une LTV très faible et qui ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas investir en acquisition, parce que la LTV, en fait, son coût d'acquisition est très élevé. La LTV est légèrement supérieure et le différentiel qui reste dessus après charge, coût de délivrabilité pour les clients, etc., est beaucoup trop faible pour pouvoir être réinvesti en acquisition. Et que s'il augmentait sa LTV ou il la multipliait par exemple par 3, le différentiel qu'il pourrait investir dans des systèmes, dans des SOP, dans du recrutement, dans la délégation, dans de l'acquisition, ferait scaler sa boîte. Ce Bah, serait un des surtout, facteurs. surtout quand tu as un SaaS, hein, tu vois, le SaaS, Oui, ah bah encore plus. vu que c'est du paiement récurrent, tu vois, si le mec il paye 100 balles par mois et que tu as besoin de payer 2000 euros pour l'acquérir, bah, ça devient rentable que s'il arrive à avoir une durée de vie suffisamment longue. Tu vois, mais C'est ça, c'est ça. pareil, encore une fois, hein, on y revient, hein, la data, la data, la data. Et ça, pareil, on pourra en parler pendant très longtemps. C'est un sujet qui me passionne, mais de savoir sur quel support et sur quel levier appuyer, bah, tu l'as dit, hein, c'est coût d'acquisition sur durée de vie. Et si tu as un ratio qui est intéressant, bah, tu sais que tu peux y aller et tu peux investir banco là-dessus, hein. C'est, alors, je ne suis pas un expert marketing, hein, mais en tout cas, pour en avoir longuement parlé avec mon CMO, c'est l'une des notions les plus importantes pour savoir si tu es bankable pour faire de l'ADS, par exemple, Ouais, d'acquisition payante. c'est essentiel. C'est absolument essentiel. Clairement. Clairement. Écoute, Guillaume, c'était très, très intéressant et très dense, surtout. Je pense que c'est technique. Et ça, c'est ce qu'attendent les gens généralement pour le podcast. Donc, je te remercie beaucoup. Peut-être d'autres épisodes à venir à l'avenir, peut-être en fin d'année, on verra. Et est-ce Avec que plaisir. tu veux conclure par quelque chose? Écoute, te remercier déjà. Merci pour l'invitation. Et puis, bah, bonne continuation. Et puis, j'espère qu'on pourra se revoir. Et puis, bonne fin de semaine. On est vendredi. Carrément. Donc, où est-ce qu'on peut te suivre, principalement? Écoutez, sur LinkedIn, je me concentre essentiellement sur Haiku, mais si jamais vous êtes des passionnés d'immobilier, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je divise pour mieux régner. Sur LinkedIn, je parle uniquement de SaaS, de produits et d'Haiku. Et sur Insta, je suis plus sur la partie immobilier. Ok, parfait. On mettra les liens juste en dessous. Sur ce, belle journée à tous et on se voit au prochain épisode.